qui pousse. Et là, ça y est, ça tourne. C'est parti. Merci beaucoup. Et asseyez-vous. Ne touchez pas. Voilà. Masque-toi. Ça y est. Attention là. Allez voir Aline, va voir à côté s'il y en a qui. Tu m'étonneras. Tout à l'heure, tu le refais. Tu me rapportes tout. Succès incroyable. Oui. Bonne conférence. Température va monter. On va peut-être pouvoir commencer. Oui. Devant, je suis très ému d'avoir un tel succès parce que avec une petite salle avec peu de personnes, mais là, il y a beaucoup de monde. Alors, nous allons parler des nanoparticules et je vais d'abord... Je vais retirer ça. Bon, c'est pas ça. Donc, je vais parler des nanoparticules. Je vais d'abord définir ce que sont les nanoparticules et ensuite, je vais donner quelques exemples de nanoparticules et André, on prendra la parole après pour indiquer tous les problèmes que peuvent présenter ces nanoparticules du point de vue de la santé. Ça y est, je ne marche plus. Alors, on va parler de nanoparticules dans un domaine très particulier. Si nous commençons à partir de la gauche, nous avons le domaine macro, exemple l'éléphant, l'humain, la balle de tennis, la fourmi. Bon, c'est le domaine des objets visibles que l'on peut rencontrer. Au-delà du millimètre, en dessous, je veux dire en dessous du millimètre au micromètre à peu près, pour visualiser des objets comme des cellules végétales. Vous savez qu'on peut prendre le microscope optique. Donc, chaque fois, on fait un bond d'un facteur 10, on diminue de 10. On arrive au micromètre et on arrive ensuite au domaine des nanoparticules qui vont essentiellement être des particules qui ont une dimension entre 100 nanomètres et 1 nanomètre. Alors, il y a beaucoup de
de nanoparticules à l'état naturel, par exemple dans la suie. Mais le fait nouveau, qui me semble intéressant pour parler aujourd'hui de ce sujet, c'est que depuis une vingtaine d'années, s'est développée toute une industrie et un grand nombre de produits qui contiennent ces nanoparticules, comme je vais le montrer tout à l'heure. Quelques exemples de nanoparticules. Il s'agit du dioxyde de titane et aussi du fullerène, dont je parlerai d'ici 5-10 minutes, qui est vraiment une nouvelle particule, puisqu'elle a été créée, elle a été découverte en 1985. Pour ordre de grandeur, on va retrouver de cette dimension entre 1 et 100 nanomètres les virus, l'ADN. Alors, au-delà de 10-10 mètres, on a ce qu'on appelle 10-10 mètres, c'est l'angstrom, c'est la dimension d'atome, vous voyez. Et puis encore au-delà, on va arriver au noyau, mais ça, c'est pas du tout notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est cette région entre 1 et 100 nanomètres. Alors, les nanoparticules ont toujours existé. D'une part, d'origine naturelle, comme on voit le volcan, etc., ou d'origine anthropique. Anthropique, vous comprenez ce que ça veut dire? Tout le monde a fait du grec, n'est-ce pas? Ça vient d'anthropos, l'homme. Alors, détaillons l'origine naturelle. Bon, les volcans, un vent de sable, les feux de forêt ou les feux de restes de récolte en Chine, les feux qu'on appelle de brûlis, la mer qui crée beaucoup, en cas de tempête, beaucoup de nanoparticules, contenant en particulier, bien sûr, du sel. Alors là, j'ai passé cette photo qui était tirée de l'Ouest de France du 27 novembre, c'est pas très vieux, où il y a eu un vent de sable. Alors c'est impressionnant lorsque ça arrive, et puis ça reste plusieurs jours sur la ville. C'est assez... Bon, heureusement, nous ne sommes pas sensibles à ce genre de problème. Mais ça arrive aussi dans les pays asiatiques et puis en Moyen-Orient. Alors, d'origine anthropique, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, bien sûr, il y a l'industrie, la pollution des voitures, les pollutions agricoles avec tous ces épandages. Alors c'est un dispositif qui est encore, il me semble un peu obsolète parce qu'il y a beaucoup mieux maintenant, même par avion. Hein. Tout le monde en profite. Et je vais quand même dire un mot de cette pollution qui est liée au feu de bois dans les cheminées. Et d'après cette statistique, un feu de bois dans une cheminée crée 52 grammes de particules par heure en moyenne. Alors vous voyez que c'est extrêmement polluant. À l'opposé, alors malheureusement sur la diapo c'était pas très net, je n'ai pas pu améliorer. À l'opposé, vous avez des poils à granulés, hein, qui sont de ce côté-là beaucoup plus écologiques. Hein. À ce niveau-là. Pardon? À ce niveau-là. À ce niveau-là. Il faut regarder toute la chaîne. Ah, ça je... Alors, il y a des activités où, en particulier industrielles, où il y a vraiment beaucoup de nanoparticules. Il s'agit essentiellement du traitement des métaux, broyage, fonderie, soudure autogène, brasage fort. Remarquez ici, il y a une petite photo, eh bien, le voilier est muni d'un scaphandre. Hein. Donc,
c'est vraiment une nécessité de travailler dans ces conditions. Et bon, je remarque aussi deux activités où il faut être prudent, c'est la boulangerie ou la meunerie, et aussi les terrains d'aéroport. Que comment dirais-je, les avions utilisent des produits qui ne sont pas toujours très bons. Donc voilà des nanoparticules qui sont créées par la main de l'homme. À côté de ça, il y a toute une industrie qui s'est développée parce qu'il y a énormément d'applications des nanoparticules. Ici, je vous donne une statistique qui fait l'inventaire des produits de consommation comportant des nanoparticules. Ça part de 2005 où il y en avait une cinquantaine. En 2016, il y en a plus de 2000. Toutes sortes d'applications. Alors, il y a différents traits de couleur qui correspondent à différentes statistiques, américains ou européens, mais vous voyez bien que ça va tous dans le même sens. Alors, s'il faut savoir, un chiffre, 400 000 tonnes, c'est la masse des nanoparticules qui ont été mises sur le marché français en 2013. Alors, il y a aussi un truc intéressant qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez consulter toutes les applications qui sont où il y a des nanoparticules, parce que les industriels qui utilisent ces nanos doivent faire une déclaration à l'État. Et c'est le registre R nano, un grand R et puis nano. Vous pouvez regarder sur Internet et vous avez la liste des applications possibles. C'est faramineux, que ce soit dans l'alimentation, dans tous les domaines. On va voir ça après. Alors, quel type de nanoparticules, de nanomatériaux? Eh bien, il y en a deux qui viennent en tête, dont je vais parler. Le dioxyde de silicium, le dioxyde de titane. Ça représente une grande quantité. Bon, ensuite il y a l'oxyde de zinc, des nanocomposites, etc. L'argent, en particulier aussi, il y a des applications dont je parlerai après. Dans quel genre de produits on va trouver des nanoparticules? Dans les surfaces auto-nettoyantes utilisées dans les immeubles, on met un revêtement de dioxyde de titane. Dans les instruments de chirurgie qui contiennent du nano-argent, qui est un produit biocide puissant. Dans les vêtements anti-sueur. Anti-transpiration. Que ce soit des chaussettes ou dans des survêtements. Dans les pneus, dans les peintures de bateaux. Alors pensez que ça pose des problèmes, en particulier pour les poissons, parce que les poissons, il apparaît qu'ils sont très sensibles à ces nanoparticules. Et je pense aussi aux ouvriers indiens qui continuent, qui démantèlent ces bateaux après, et lorsqu'ils coupent la carrosserie, ils n'ont pas les masques qu'on a vus tout à l'heure. Ils y vont franchement. Bon, les peintures, des emballages intelligents, c'est-à-dire des emballages qui changent de couleur lorsque le produit n'est plus à utiliser, les pansements, oui. Et je pense qu'ils contiennent du nano-argent. Les produits qui remplacent l'amiante ne sont pas meilleurs que l'amiante. Les bicyclettes, les cosmétiques, etc. Et au centre, j'indiquais quelques exemples de nano.
Alors, on a aussi d'autres applications. Ça tombe bien, je mange pas ça. Alors, lorsque vous voyez un beau glaçage comme ça, bien, ça vient du fait qu'on a mis du TiO2, un petit peu de poudre, dans le, comment dirais-je, dans la composition. Le TiO2 n'a aucun goût, mais c'est uniquement pour faire un bel aspect. Des beaux gâteaux. Des gâteaux appétissants. Les dentifrices. Les crèmes solaires. Bon, les pneus, bien sûr. La raquette de tennis. Encore une fois, le pansement. Alors, on va détailler le dioxyde de titane. C'est un pigment blanc. On va le retrouver dans les bonbons, les chewing-gums. Vous allez voir tout à l'heure, heureusement en France, ce produit a pratiquement disparu. Il a été classé comme cancérigène dès 2006. Voilà une image au microscope électronique du nano-dioxyde de titane. Donc, ça ressemble à des faisceaux de nanotubes. Imaginez que ça peut être dangereux, par exemple, pour l'intestin. À une échelle plus grande, on a un agglomérat, et à notre échelle, c'est ce que jettent par exemple les pâtissiers, c'est cette forme de poudre. Alors, on a trouvé partout, et actuellement, il n'y a plus qu'une seule confiserie qui en contient, c'est les cacahuètes M&M. Et c'est fabriqué par Mars, et Mars, qui a son usine, une très belle usine en Alsace, avec 2100 personnes, s'est engagé à supprimer le dioxyde de titane d'ici le mois de juillet. Par contre, mon petit-fils qui était en Angleterre, il a acheté aussi des bonbons, et bien, cette interdiction, que ce soit en Angleterre ou en Belgique, n'existe pas. Ils font ce qu'ils veulent. En France, de ce côté-là, on a été protégés. Il faut voir que, si vous voulez, pour les confiseurs, changer de recette, c'est pas évident. Hein. C'est pas du tout évident. Alors, le dioxyde de titane, c'est le premier ingrédient dans le secteur alimentaire européen. Imaginez le chiffre d'affaires que ça représente. Comme ça, des fromages, en toutes sortes. C'est très important. Et il est aussi très important dans les cosmétiques. Alors, on va retrouver les crèmes solaires, les rouges à lèvres, etc. Ah, les médicaments. Cela non plus. Voilà, le Doliprane, le Dafalgan. Alors, et bien entendu, c'est pas où est-ce qu'on trouve le TiO2, c'est dans la gélule. Elle est bien brillante, et puis elle glisse bien dans la bouche. Ça, c'est le dioxyde de titane. Et le Dafalgan, c'est pareil. Ça apparaît nettement. Donc ça veut dire que si on les prend en comprimé, il n'y en a pas. Ah ben non, C'est dans la forme gélule. Absolument, c'est dans l'enveloppe. Hein. Voilà. Ah oui, oui. Alors, ils vont prendre des comprimés alors. C'est en sachet.
Ah ben, là c'est une gélule, c'est bien marqué gélule. Hein. Alors, il y a une étude qui a été faite, vous voyez, c'est quand même récent, il y a juste un an, par des chercheurs de l'INRA, qu'on nourrit des rats avec une nourriture contenant des proportions de dioxyde de titane en anneaux. Et ce qu'on a observé, c'est des lésions pré-néoplasiques dans l'épithélium de leur intestin. C'est quand même assez inquiétant. Il y a une deuxième chose qui est arrivée, que je voudrais aussi vous signaler, c'est l'histoire d'un troupeau de vaches qui est dans une ferme à 4 km de l'usine Cristal qui fabrique le dioxyde de titane. Eh bien, là, il y a à peu près 200 bêtes, et sur ces 200 bêtes, il y a 70 vaches laitières. Ces 70 vaches laitières, entre 2014 et 2016, elles sont toutes mortes. Alors, on n'a pas pu déterminer l'origine exacte de leur mort, mais ce qu'on observe, c'est les troubles suivants: écoulement de nez chronique, abcès près de la tête, problèmes neurologiques, perte d'équilibre, infection oculaire. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, que les fermiers qui habitent là n'ont jamais eu de problème, mais c'est quand même des indices. Hein. Alors, Bruno Le Maire, qui devait signer un arrêté dans le cadre de la loi Egalim. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la loi Egalim. Comment dirais-je, le gouvernement fait des lois et puis il y a des décrets d'application. Donc pour interdire un certain nombre de produits. Eh bien, il s'est engagé, à pas avoir hésité, il s'est engagé à supprimer cet adjuvant E171 dans l'alimentation à partir d'avril 2019. Donc, vous voyez, ça date d'il y a une semaine. Hein. Par contre, en pharmacie et en cosmétique, ça reste utilisé. C'est le comble, ça. Oui. Comment? C'est le comble. Ah oui. Alors, comme André nous dira, il y a des expériences qui montrent que la peau est perméable, elle est perméable à ces nanos. Alors, on passe maintenant au dioxyde de silicium, qui est marqué E551 dans les produits dans l'alimentation qui en contient. J'ai mis toxicité douteuse. On n'est pas encore tout à fait sûr. Alors, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve, c'est un anti-agglomérant. On va trouver dans les cafés, soupes, etc. Un modificateur de viscosité. On va mettre dans les sauces, les soupes, etc. Et même, vous voyez, chacun peut vieillir. Il y a même des gens qui peuvent, oui, dans les couches des bébés, et dans la bière et le vin, agent de clarification. Donc, si comment dirais-je, on ne prenait plus de vin, ça serait un peu ennuyeux. La vie sera triste. Alors, bien entendu aussi dans les rouges à lèvres, les shampoings, les crèmes, voilà, tout ça, produits pharmaceutiques, dentifrice. Tout y passe. Alors, voilà une photo de ce que c'est au niveau nano. On dirait, ça ressemble un petit peu à des... à la neige,
Mais par contre, c'est attaquant, si vous voulez. Hein. Ça va être irritant, je pense. Alors, les exemples les plus fréquents, c'est la blanquette de veau. C'est quoi le guacamole? Vous voyez, ça rend visqueux le produit. Alors, les malabars, oui, malabars et le lus. Alors, je vais vous parler maintenant des fullerenes. Ces fameuses molécules dans cette forme, elles sont formées de 60 carbones qui sont liés par des liaisons covalentes et qui forment soit des hexagones, là, soit des pentagones réguliers. Alors, c'est facile de compter. Il y a 12 pentagones et 20 hexagones. Ça vous rappelle rien dans la vie courante? Non? Un ballon de foot. Voilà, très bien, bravo, bravo. Vous avez gagné. Bon. Effectivement, dans les ballons de foot, il y a 12 pentagones qui sont noirs et 20 hexagones qui sont blancs. Vous pourrez vérifier sur le ballon de votre fils. Voilà. Ah oui, c'est une femme observatrice là. Bon, alors, donc, voilà le fullerène. C'était découvert il n'y a pas longtemps, en 1985. Et bien entendu, ça fait l'objet d'un prix Nobel en 1996. Si vous découvrez une molécule comme ça, c'est intéressant. Alors là, c'est une autre molécule. Il y a plusieurs variétés. On verra aussi qu'il y a des tubes. Ça, c'est du C80. Alors, le fullerène a des propriétés très intéressantes. En fait, on a fait comme pour les autres produits. On en a donné au rat. Bon. Alors, on a fait une expérience sur 3 séries de 6 rats. Les bleus, c'est des rats qui sont nourris avec de l'eau, simplement. Enfin, de l'eau, enfin, on leur donne comme boisson de l'eau. Les deuxièmes en rouge, c'est de l'huile d'olive. Et le troisième, c'est de l'huile d'olive additionnée de fullerène. Alors, cette courbe représente l'indice de survivance. Comment ça se passe? Eh bien, au bout de 18 mois à peu près, il y a eu un rat à mourir. Bon, eh bien, l'indice de survivance est passé brusquement de 100 à 83. Lorsqu'il y a eu un deuxième, hop, c'est tombé à 70, etc. Et puis, au bout de 38 mois, ils sont tous morts. Et puis, ensuite, on fait la moyenne des âges, et on a trouvé 22 mois. Même chose pour les rats traités à l'huile d'olive. Eh bien, la durée de vie est déjà nettement plus importante. Elle arrive à 26 mois. Et en cas de nourriture avec, en plus du fullerène, elle est passée à 42 mois. La moyenne. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation très nette de la vie de ces braves animaux. Et comment peut-on expliquer ça? Eh bien, il y a un phénomène de vieillissement qui est important, c'est les raticolytes oxydants. Il semblerait que le fullerène absorbe à sa surface, vous voyez, c'est comme une chaîne, il peut absorber les raticolytes et les éliminer. Donc, diminution des raticolytes
et survivance beaucoup plus grande. Cette expérience qui est récente, qui a été faite moins de 2 ans, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, il y a beaucoup de produits qui sont commercialisés, que vous pouvez acheter même chez Amazon. J'aurais pu amener une bouteille qui contiennent des fullerènes. Voilà. C'est une autre jouvence. Alors, on retrouve un autre type de fullerène ici qui s'appelle des nanotubes, qui ont des applications très intéressantes. Alors là, il n'y a plus que des hexagones. Et ici, au microscope électronique, un nanotube. Il peut y avoir plusieurs nanotubes qui sont tirés les uns sur les autres, etc. Mais vous comprenez que ces produits peuvent être très irritants pour l'intestin ou pour les poumons. Ça peut avoir l'effet, on pense que ça peut avoir l'effet de l'amiante. La production de ces nanotubes de carbone est en croissance très rapide. On est passé de 3000 tonnes à 12 000 tonnes en 5 ans. En particulier, c'est produit à l'usine Arkema de Lac. C'est là où il y avait des usines de soufre qui ont été transformées, puisqu'il n'y a plus de soufre maintenant. Donc Arkema s'est reconduit vers ces produits-là tout nouveaux. Alors, où est-ce qu'on en trouve? Heureusement, pas trop en nourriture. Il n'en met pas encore dans la nourriture. Les articles de sport, les ailes d'avion, trains d'atterrissage, électronique, les films, c'est des propriétés électroniques très spéciales, l'énergie, les pales d'éoliennes, en médecine, équipements spécialisés, cathéters, membranes de filtration. Et ça, si vous voulez, ces applications, c'est présent. Bon, j'avais aussi toute une liste d'applications futures, mais j'attends d'avoir à refaire ma conférence d'ici 3 ans pour les ajouter. Autant dire que ça peut aller en croissant. Alors, dernier nanotype de particules, c'est le nano-argent, qui est un bactéricide très efficace, qui est contenu dans, je vais dire, un vêtement anti-odeur, cosmétique, et utilisé aussi dans les pansements. Voilà la forme du nano-argent. Et voilà quelques applications du nano-argent. Bon, on ne va pas tous les voir, mais par exemple, c'est utilisé dans les réservoirs d'aspirateurs sans sac. On recouvre ces réservoirs de nano-argent, ça tue les bactéries. La lingerie. J'ai pensé à une application, par exemple pour les infirmières, on leur met un peu de nano-argent dans leur blouse et ça tue les bactéries, ça tue les germes. C'est une application qui a été faite, je crois, au Japon. Voilà beaucoup d'applications. Alors, je vais laisser maintenant la parole à André. Alors, oui. Je vais changer de main. Alors,
Alors vous voyez dans cette présentation les voies de pénétration des nanoparticules dans le corps. Donc il y a essentiellement trois possibilités. Hein. D'abord, la plus importante, c'est par la respiration, là-bas, en haut à gauche. Donc c'est la voie la plus courante. Et les nanoparticules ont tendance à se déposer dans les alvéoles pulmonaires. Une autre voie de pénétration, mais qui en même temps est en lien, on va voir, est en lien, c'est par la peau. Donc au niveau de la peau, c'est extrêmement important, donc par les vêtements, et aussi par les fumées, les brouillards, enfin, tout ce que peut avoir. Et puis tout ce que l'on peut utiliser comme crème, là il y a des quantités astronomiques. Et une autre importante, c'est l'ingestion par les voies digestives, donc par l'alimentation. Donc ces nanoparticules, donc on sait à l'heure actuelle qu'elles pénètrent. Elles vont pénétrer, donc on les reçoit au niveau des poumons, au niveau de la peau, au niveau des voies digestives. Donc au niveau des poumons, voilà. D'abord la surface de la peau. À la surface de la peau, il y a donc des zones prioritaires, je dirais, qui reçoivent des nanoparticules. C'est toute la partie haute. Et bon, je suis quelqu'un comme moi avec beaucoup de cheveux, ça vont pénétrer plus facilement. D'où l'intérêt aussi de se protéger. Et autrement, le visage et les avant-bras. Donc les avant-bras, c'est très important. Et évidemment, quand on dit à l'heure actuelle, puisqu'il y a toute la campagne de prendre le soleil pour avoir de la vitamine D3, et ce soleil il va pénétrer essentiellement beaucoup par les avant-bras, par les parties découvertes. Entendons-nous, il va pénétrer entre le mois de mai et le mois de fin septembre. Le reste du temps, il ne va pas pénétrer. Parce qu'il faut que le rayonnement solaire soit droit pour qu'il pénètre. Or, entre le mois de septembre et le mois de mai, les rayonnements sont trop obliques pour recevoir, pour que la vitamine D soit fabriquée au niveau de la peau. Donc, cette exposition est quand même très importante avec ces nanoparticules. Et bien sûr, la pénétration ensuite va se faire beaucoup plus si la peau est lésée. Par exemple, des coups de soleil vont favoriser la pénétration. Et des coups de soleil, mais aussi des plaies, des égratignures, voilà, il faut savoir aussi que tout ça, ça a de l'importance. Je passe à l'autre. Oui, voilà, c'est bon. Alors, donc, à partir du moment où il y a une pénétration vers le poumon, la caractéristique des nanoparticules, c'est de pouvoir inonder donc, toutes ces voies aériennes supérieures. Donc, les voies aériennes supérieures, c'est nez, gorge, la trachée, le larynx, la trachée, les bronches, bien sûr. Mais également, la caractéristique des nanoparticules, c'est de pouvoir diffuser. Et ils vont diffuser, en particulier dans tout le système de défense qui est autour, le système ganglionnaire. Donc, les ganglions, puisqu'on a des ganglions, des chaînes ganglionnaires partout, les ganglions vont recevoir ces nanoparticules et donc seront bien sûr chargés de les éliminer, mais à partir de là, il y aura quand même toujours des pénétrations.
Oui, donc dans la diapo, on voit bien que les ganglions lymphatiques, par exemple, le nerf vague, les ganglions lymphatiques, tout ça sont touchés. Et bien sûr, toutes ces pénétrations qui vont se faire un peu dans tous les sens, et en particulier, ces nanoparticules vont s'accumuler dans la partie basse des poumons, et donc favoriser des infections, de nombreux problèmes. Et aussi même jusqu'au cerveau. Hein. Oui, mais c'est par le système ganglionnaire que ça va, et par les nerfs, puisqu'en fait ça va toucher les nerfs crâniens. Ça va toucher les nerfs crâniens et pénétrer au niveau de l'encéphale. On peut se demander, même à la limite, si l'augmentation actuelle des maladies neurologiques depuis plusieurs dizaines d'années n'est pas en lien avec cette augmentation des nanoparticules. Et alors la peau, on sait très bien qu'au niveau de cette exposition, que la peau fait partie du système poumon, en médecine chinoise, on verra tout à l'heure. Et alors l'ingestion digestive par l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, on reçoit ces aliments qui donc sont porteurs de nanoparticules. Et puis après, là, oui, mais c'est un peu. Oui, bon, tu restes dessus. Reste sur la. Donc l'ingestion au niveau des voies digestives va se faire par l'ésophage, l'estomac, et va agir directement au niveau des organes qui sont chargés de faire le tri des aliments, le tri dans les aliments. Donc cette ingestion, elle va agir directement. On va essayer d'aller un peu plus loin. Il me semble qu'il y a une diapo qui est plus, un peu plus. Ah non, après. Non, attends. Ouais. Non, mais ça, on reviendra sur celle-ci après. On y passe à celle d'après. Donc, dans le système digestif, c'est la rate, bien sûr, l'idée du foie, qui va permettre de faire le tri dans les aliments. Et la rate, les nanoparticules vont l'atteindre aussi directement. Donc, va diminuer et petit à petit peut perdre sa capacité de tri des aliments. Parce qu'elle est capable de trier en pur, en impur, et d'utiliser cette énergie pure pour ensuite aller emmener cette énergie au poumon. Parce que la rate, son rôle, c'est de transformer et de faire monter l'énergie vers le foyer supérieur, au niveau des poumons. Donc, cette énergie est perturbée et une fois de plus, le poumon va en pâtir. Parce qu'il n'aura pas l'énergie suffisante. Et si le poumon n'a pas l'énergie suffisante, il ne pourra pas non plus se débarrasser de ces perturbants. Donc, il y a une question là. Oui. Excusez-moi, quand vous dites ça, vous dites que c'est l'énergie de la rate qui va être perturbée par la présence des nanoparticules, et du fait que cette énergie de la rate est perturbée, du coup, il y a moins d'énergie qui va être montée au poumon, c'est ça? Bien sûr, oui. D'accord. C'est ça. Mais par l'énergie de la rate qui est perturbée, C'est parce la que par le fait qu'il y a trop d'impuretés finalement. Exactement. Il y a trop d'impuretés qui encrassent en fait tout ce système de transformation. Et à ce moment-là, l'énergie fabriquée à partir de cette transformation ne pourra pas alimenter correctement le poumon, qui lui est déjà perturbé par l'inhalation. Donc le poumon est atteint de tous les côtés, si on peut dire, y compris par le système ganglionnaire également qui est en lien.
Donc, ces perturbations sont quand même extrêmement importantes parce que bon, la rate qui donc aura fait un travail, mais qui aura fait un travail perturbé, elle ne pourra pas non plus distribuer correctement à l'intestin grêle les aliments, l'aliment pur, c'est-à-dire qu'elle va envoyer à l'intestin grêle des aliments infestés, des aliments contenant beaucoup de nanoparticules. Et à ce moment-là, l'intestin grêle, lui, il va en souffrir et sa paroi va se perturber et laisser passer de nombreuses molécules qui normalement auraient dû être retenues dans la paroi, donc va laisser passer vers l'intérieur, vers le sang, etc. Et ces molécules vont déterminer un système antigène-anticorps. Et donc elles sont à ce moment-là des antigènes qui normalement ne devraient pas traverser la paroi, qui vont traverser, qui vont provoquer la formation d'anticorps. D'où les maladies auto-immunes. Et on va donc voir l'explosion des maladies auto-immunes dans les années à venir. À l'heure actuelle, on parle beaucoup, par exemple, de l'intolérance au gluten. Mais l'intolérance au gluten, ce n'est pas une maladie. C'est la maladie au gluten, on la voit dès la petite enfance, dès le nourrisson, la maladie cœliaque. Là, c'est une vraie maladie. C'est-à-dire que le nourrisson n'a pas la capacité de digérer le gluten. Tandis qu'un adulte qui devient intolérant au gluten, je dirais, c'est une atteinte qui est réversible si la personne est attentive et qu'elle cherche à équilibrer la paroi de son intestin grêle. Donc souvent la question m'est posée, mais alors, cette maladie va toujours s'aggraver, etc. Non, elle ne s'aggravera pas si on est vigilant et si on fait très attention à, d'une part, nettoyer l'intestin, équilibrer sa paroi et vraiment faire quand même attention le plus possible à l'alimentation. Et on voit que dans le temps, si la personne est très vigilante, elle peut ensuite se permettre des écarts, mais tout dépend évidemment de l'importance. Si la paroi est complètement lésée, il y aura toujours des perturbations. Plus la paroi de l'intestin grêle va être lésée, et plus les nanoparticules vont pouvoir agir aussi, parce qu'elles vont passer très rapidement. On le verra tout à l'heure. Oui, la question. Merci. Et vous pensez, évidemment, j'imagine, que ça perturbe aussi, parce qu'on a de plus en plus de candidose, de dysbiose intestinale, de perméabilité intestinale, de liquide, tout ça. Les nanoparticules font partie, en tout cas, des problématiques. Ça en fait partie parce que c'est beaucoup plus fin. On a vu sur la première diapo que les virus font partie de cette catégorie. Mais, donc les virus pénètrent, mais les nanoparticules pénètrent beaucoup plus vite et en beaucoup plus grande quantité encore. Donc bon, ça c'est pareil. Donc le poumon est atteint à la fois par voie interne et par voie externe. Voilà, c'est pour indiquer ça. D'où l'arrivée de ces maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes qu'on ne voyait pas au début du XXe siècle. Et on les a vues arriver petit à petit, ces maladies auto-immunes. On les a vues arriver, et en particulier depuis la fin de la guerre de 1939, puisqu'on a commencé à s'alimenter avec des produits nocifs qui ont attaqué la paroi de l'intestin grêle. Et en particulier les produits lactés. Puisque l'alimentation animale a
est telle depuis plusieurs dizaines d'années qu'il y a une fermentation énorme qui fait que la paroi d'intestin grêle ne peut plus assurer. Et donc, à l'origine, cette paroi, c'est un filtre qui ne laisse passer que certaines choses. Mais ce filtre s'abîme et devient la taille du filtre s'agrandit et donc laisse passer des molécules de plus en plus volumineuses. Alors les nanoparticules, n'en parlons pas, comme elles sont de taille infinitésimale, elles passent comme le vent. Donc c'est vraiment un très gros problème. Donc nous, en médecine chinoise, on a vraiment besoin beaucoup de travailler sur la terre, sur la rate, de pouvoir véritablement aider cette rate. Or, l'année 2019, je dis dans des cours, est une année à terre en vide. Donc on va augmenter. Tous ces problèmes-là vont augmenter dans l'année 2019. Donc là, on va avoir quand même des problèmes bien plus importants encore. Oui, ça c'est le schéma que j'ai fait pour indiquer un petit peu la physiologie. On appelle l'air pénètre par les narines, arrive au poumon et va ensuite fabriquer de l'énergie, ce qu'on appelle le zhongqi. Les aliments vont pénétrer par la bouche. Le rôle de la mastication est très important. Et cette année, avec une terre en vide, il va falloir privilégier la mastication. Donc attention au potage mixé. Vous dites une terre en vide. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Terre en vide, c'est que le rat estomac seront en vide d'énergie toute l'année. Hein? Mais c'est le yunchi. On ne va pas rentrer dans le yunchi parce que là, il y en a pour la journée. Donc, au niveau de la bouche, il faut privilégier la mastication. Donc, les aliments qui ont forme, les aliments, il faut vraiment les mastiquer. Donc, les soupes, il faut avoir des soupes avec les légumes dedans, hein, et non pas mixés. Les légumes qu'on va pouvoir mâcher. Donc les aliments arrivent dans l'estomac triture les aliments et c'est la rate qui va assurer cette transformation et qui va donc pouvoir séparer ensuite les déchets d'une part et également va pouvoir fabriquer donc le qingqi, ce qi acquis, et en particulier l'essence. Parce que le qingqi, c'est l'essence des qi, c'est l'essence. Mais qu'on a deux formes de qingqi. Le qingqi inné, on voit en bas là, inné, qui nous a été apporté à la conception, et qu'on ne peut pas modifier, à moins de retourner à l'état originel, mais là, voilà, c'est pas possible. Et ce qingqi dépend de ce que les deux parents nous ont apporté à la conception, donc aussi de l'état de santé des parents à ce moment-là et de ce qu'ils pouvaient nous apporter. N'allez pas reprocher à vos parents qu'ils vous ont apporté un qingqi faible, déficient. Ils n'étaient pas coupables. Ils sont responsables mais non coupables.
Donc ensuite, donc le tsinchi, il est stocké en particulier dans le rein. Et il est aussi stocké dans tous nos organes. Mais c'est le rein qui est l'organe essentiel de stockage. Et donc c'est ensuite va donner le yuan-chi, qui est le chi originel. Et s'il y en a qui ont assisté à la conférence là, de Marc Mézard, il parlait des points sources. Les points sources, pour chaque méridien, il y a des points sources qui sont les points yuan. Les points yuan, voilà, ils véhiculent l'énergie des origines. Donc ils sont importants. C'est partie des 6 points importants qui sont situés au niveau des avant-bras et des jambes, entre le genou et l'extrémité de la jambe, et entre le coude et l'extrémité de l'avant-bras. Voilà. Donc, ce chi des origines va aussi se mélanger avec le tsinchi acquis, que l'on fait à partir des aliments. D'où l'importance d'avoir quand même cette essence de l'énergie, cette essence puissante, le plus puissant possible. Parce qu'autant on ne peut pas agir sur le chi des origines, sur le tsinchi des origines, puisque là, on ne peut pas revenir. Hein. Mais on peut agir au niveau des aliments. Donc on peut agir au niveau de ce que les aliments nous apportent. D'où cet intérêt, c'est l'intérêt que j'y vois par rapport aux nanoparticules, parce que plus on va absorber de nanoparticules, plus la rate aura de la difficulté à fabriquer ce tsinchi, cette essence des aliments, car sans ce tsinchi, on ne peut pas lutter contre les maladies. Et plus on va avoir un tsinchi qui s'affaiblit, plus on risque des maladies auto-immunes. Alors les maladies auto-immunes, il faut savoir que ce ne sont pas que par exemple une thyroïdite. La thyroïdite, c'est une maladie auto-immune. La diminution, par exemple, de l'activité de la thyroïde, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est quand même important. Et l'origine, c'est au niveau, en rate, c'est au niveau de cette fabrication du tsinchi. Et d'autres maladies auto-immunes qui sont de plus en plus fréquentes actuellement, la sclérose en plaques, c'en est une, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, qui est une vraie saloperie, qui prend actuellement de plus en plus jeune. C'est quand même assez terrible comme maladie. Et puis les maladies pulmonaires, auto-immunes, la BPCO, la bronchopneumopathie obstructive, etc., etc. Et d'ailleurs, en médecine occidentale, comment on traite les maladies auto-immunes en premier? Par de la cortisone. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et la cortisone va diminuer le tsinchi. Donc ça améliore les symptômes momentanément, et en diminuant le tsinchi, ça aggrave l'évolution de la maladie. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on a trouvé. Oui. Les découvertes actuelles, relativement récentes, sur le système digestif, justement, puisqu'ils ont mis en évidence qu'il y avait pas mal de pathologies, en particulier le Parkinson, où ça venait du microbiote. Est-ce que vous pensez justement que cette augmentation de fréquence de ces pathologies peut venir justement de cette augmentation des nanoparticules qui sont absorbées, qui perturbent au niveau digestif et qui Il n'y a pas que, pas que à ça, mon bien avis, sûr. il n'y a pas que les nanoparticules. Il n'y a pas que ça. Et le déséquilibre de la flore intestinale en fait partie aussi. C'est ça. C'est quand même très important. Or, le déséquilibre de la flore intestinale, il est provoqué